Nous abordons à présent la dernière session de cette formation, c'est-à-dire la session consacrée à la modélisation. L'objectif est de créer un modèle de classification capable de prédire la probabilité qu'un client soit en défaut de paiement. Donc, ces probabilités vont servir de scoring pour chaque nouveau client et permettront de déterminer si la banque octroie le crédit à un nouveau demandeur de prêt ou non. Avant de passer à l'entraînement de l'algorithme de machine learning, il faudra d'abord discuter par rapport à la métrique d'évaluation de la performance du modèle. Quelle métrique utiliser, quelle métrique choisir pour évaluer la performance de chaque modèle que nous allons construire. Vous devez préalablement comprendre ce qu'on appelle matrice de confusion. Ici, nous sommes dans une tâche de classification et la matrice de confusion est un concept fondamental, un concept que vous devez absolument bien comprendre. La matrice de confusion, elle se présente ci-contre. C'est une matrice carrée qui rapporte le nombre de vrais positifs, ce qu'on appelle en anglais true positif, et le nombre de vrais négatifs, de faux positifs et de faux négatifs. Donc, cette diagonale qui est constituée des éléments en vert, c'est la bonne diagonale. D'accord? Et l'autre diagonale, c'est la mauvaise diagonale. Donc, ici, la classe positive, c'est la classe 1, c'est la catégorie 1. Donc, ceux qui sont en défaut de paiement. Et la classe négative, c'est 0. Le client n'est pas en défaut de paiement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vrai positif, vrai négatif, faux positif, faux négatif? Ça veut dire quoi? Vrai positif. Le client est en défaut de paiement et le modèle prédit effectivement qu'il est en défaut de paiement. Ça, c'est les vrais positifs. Il se retrouve ici dans la matrice. Les trous positifs. D'accord? Les vrais négatifs, le client est en défaut de paiement. Le client n'est pas en défaut de paiement et le modèle prédit effectivement qu'il n'est pas en défaut de paiement. Et ça, ils sont ici, les vrais négatifs. Donc, ça, c'est la bonne diagonale, comme je le disais. Ce sont les bons cas. Le TP, le TN, ce sont les bons cas. Plus vous en avez, plus votre modèle est bon. D'accord? Plus les cas que vous avez ici sont nombreux, plus votre modèle est bon. Mais FP et FN sont les mauvais cas, c'est-à-dire FP, c'est les faux positifs. Les faux positifs, ça veut dire tout simplement que le client n'est pas en défaut de paiement, mais le modèle prédit qu'il est en défaut de paiement. C'est un faux positif. Et faux négatif, le client est en défaut de paiement, mais le modèle prédit qu'il n'est pas en défaut de paiement. C'est un faux négatif. Donc, lorsque vous construisez un modèle de classification, pensez automatiquement à générer la matrice de confusion. À partir de la matrice de confusion, vous pouvez calculer certaines métriques pour évaluer la performance de votre modèle. Et il y a 3 métriques souvent utilisées. Vous avez ce qu'on appelle accuracy en anglais. Ça veut dire le score de classification ou la précision de classification. C'est le score global de votre modèle. C'est le pourcentage d'instances correctement classifiées. C'est le pourcentage d'instances correctement classifiées. Qu'il s'agit de la classe positive ou de la classe négative, c'est le pourcentage d'instances correctement classifiées. Donc, c'est la somme. Ici, dans notre cas, c'est la somme du nombre de vrais négatifs et de vrais positifs divisé par le nombre total d'observations dans l'ensemble d'entraînement. Elle se calcule donc pas dans l'ensemble de tests plutôt, parce qu'on entraîne le modèle, l'algorithme avec les données d'entraînement et on l'évalue, le modèle, sur les données de test. D'accord? Donc, c'est la somme du nombre de vrais négatifs et de vrais positifs divisé par le nombre total des observations de l'ensemble de tests. Donc, voici la formule de calcul du score de classification. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la sensibilité. La sensibilité du modèle, en anglais sensitivity,
se calcule par la formule ci-dessous. Donc, vous faites les vrais positifs sur la somme des faux négatifs plus les vrais et des vrais positifs. Dans le cas présent, la sensibilité se traduit par le pourcentage de clients en défaut de paiement, donc classe positive, qui ont été classifiés comme tels par le modèle. Donc, c'est le taux de classe positive, en fait, la sensibilité. Et la spécificité, ça va être le taux de classe négative, c'est-à-dire, c'est le pourcentage de clients qui ne sont pas en défaut de paiement et qui ont été correctement classifiés comme tels par le modèle. Alors, une spécificité élevée est meilleure. Une sensibilité aussi élevée est meilleure. Vous voulez bien prédire les personnes qui seront en défaut de paiement. Et vous voulez aussi bien prédire quand même les personnes qui ne le seront pas. Parce que voilà, quand la banque n'accorde pas un prêt à quelqu'un qui en réalité sera un bon client, la banque perd l'occasion de faire une bonne affaire parce que la banque prête à un taux d'intérêt et ça lui génère des bénéfices. Donc, il faut effectivement prédire les personnes qui sont en défaut de paiement, mais aussi bien prédire les personnes qui ne seront pas en défaut de paiement. Donc, lorsque les deux paramètres sont élevés, mieux c'est. Mais le problème, c'est qu'il faut faire un compromis entre la sensibilité du modèle et la spécificité du modèle, car l'amélioration de l'un entraîne forcément la diminution de l'autre. Donc, si vous tentez d'améliorer la sensibilité, vous allez diminuer par conséquent la spécificité. Et si vous tentez d'améliorer la spécificité, vous allez diminuer par conséquent la sensibilité. Donc, il faut pouvoir faire un compromis. Et nous allons voir comment faire ce compromis et bien choisir les choses, comment avoir un optimal donné. Je reviens sur le score de classification. Ici, nous sommes dans un problème dans une tâche de classification et nous avons affaire à un problème de déséquilibre de classe. Donc, il ne faut pas considérer la précision, le score de classification. Ce n'est pas une bonne métrique dans ce cas. Parce qu'une forte précision globale ne signifie pas forcément que le modèle est performant. Parce que les modèles doivent être évalués selon la problématique business auquel on a affaire. Donc ici, si vous choisissez la précision le score de classification, ça peut vous donner des erreurs d'interprétation. Vous pouvez avoir un score de 90%, mais qui ne veut rien dire. Peut-être les classes positives ne sont pas bien prédites par votre modèle. Et vous allez remettre ce modèle à la banque va octroyer les prêts aux gens et la banque va se retrouver avec des problèmes de clients, beaucoup de clients défaut de paiement dans son portefeuille de clients. Donc, le choix de la métrique pour quantifier la performance du modèle doit se faire en fonction du contexte de l'étude, en fonction de la problématique business, c'est-à-dire en fonction de la problématique qu'on veut résoudre. Donc, voici un peu les métriques. Ici, nous allons beaucoup utiliser la sensibilité et la spécificité. C'est les deux paramètres qui sont vraiment utilisés dans le cas des problèmes de déséquilibre de classe. Et nous allons aussi quand même calculer à chaque fois le score de classification et pouvoir faire des comparaisons. Nous allons utiliser, comme nous allons le voir dans la suite, ce qu'on appelle ROC, c'est-à-dire la courbe ROC, et l'AUC, l'aide de la courbe en dessous de ROC. Donc, voilà un peu les métriques d'évaluation que vous pouvez avoir pour une tâche de classification, leur définition et quelles métriques il faut choisir lorsque vous êtes en face d'un problème de déséquilibre de classe. Maintenant que nous avons compris les métriques, nous allons maintenant passer à la construction des modèles de régression logistique.